Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Malikoura Tassira. Celui que nous recevons ce soir dirige un département avec 4 secteurs frappés par une double crise sanitaire et sécuritaire. Il s'agit du ministère en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Monsieur Andogoli Guindo, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Pour vous interroger, je suis en plateau avec Madiba Keita du quotidien national L'Essor. Bonsoir Madiba. Bonsoir Ibrahim. Ma première question, Monsieur le ministre, à votre arrivée à la tête du département, quels étaient les défis majeurs auxquels vous avez été confronté? Merci beaucoup, M. Traoré. Je voudrais d'entame remercier l'ORTM pour l'opportunité de cet entretien sur des secteurs aussi importants que ceux dont nous avons la charge. Également, je saisis cette occasion pour dire toute ma gratitude à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays, notamment le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, pour avoir porté le choix sur ma modeste personne pour occuper un poste si prestigieux que celui des ministres chargés de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Maintenant, pour revenir à votre question, le ministère que nous avons en charge est confronté à des défis multiples, mais tout aussi pressants. Vous l'avez rappelé vous-même, les défis sécuritaires, dont les effets déjà foudroyants ont été exacerbés par la pandémie liée à la maladie à coronavirus qui nous est tombée dessus en 2020. Le tourisme, nous avons souvenance que le Mali était une destination prisée en Afrique au sud du Sahara, mais avec la crise sécuritaire, alors le tourisme est tombé dans une situation d'asthénie. En parlant d'artisanat qui va de pair avec le tourisme, d'autant que la plupart des produits artisanaux sont écoulés à travers justement les activités touristiques. Du fait de cette crise, effectivement, les artisans maliens, bien qu'ils soient prolifiques, ils sont d'un génie hors pair, n'arrivent plus justement à écouler leurs produits. Et le secteur de la culture, notamment les industries culturelles et créatives, n'ont pas été épargnés par les effets de cette double crise. Beaucoup d'établissements ont été fermés momentanément ou même définitivement. Beaucoup d'activités culturelles programmées ont connu, bien sûr, des annulations, alors ce qui n'a pas été sans effet pour les organisateurs de spectacles, pour les organisateurs d'activités culturelles, mais également pour les acteurs de la culture. Nous allons évoquer justement les actions secteur par secteur et commençons, Monsieur le ministre, par l'artisanat. À ce niveau, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que votre département a déployé aussitôt après votre arrivée pour faire face, pour soutenir le secteur de l'artisanat au Mali? Dès notre arrivée, alors, nous avons mis en place un programme de renforcement de la résilience des acteurs de ces secteurs, je veux dire les artisans. Déjà, le gouvernement avait pris une mesure d'atténuation des effets de la crise sur la vie des acteurs de ce secteur en mettant à la disposition, bien sûr, des artisans, des acteurs du secteur de la culture, des acteurs du secteur du tourisme, une enveloppe de 700 millions de francs CFA. Alors, dans le sens d'une solidarité des pouvoirs publics envers les acteurs de ces différents secteurs-là. Aussi, le ministère dont nous avons la charge a organisé des activités de promotion de l'artisanat malien. Je pense notamment à la tenue de la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, de Siama,
a vu la participation de 14 pays. 14 pays avec près de 1500 exposants en 10 jours, plus de 400 000 visiteurs, mais également au cours de cette troisième édition d'ICIAMA, un chiffre d'affaires de plus de 400 millions a été réalisé. De mon point de vue, ce fut une belle occasion pour les acteurs du secteur qui avaient longtemps croupi sous les effets de cette double crise, comme je le disais tantôt, de souffler un tout petit peu, d'avoir une petite bouffée d'oxygène. À cela, il faut ajouter la participation des artisans maliens à des salons et foires internationaux. Cela avec, bien sûr, la conduite bienveillante et l'appui du ministère chargé de l'artisanat. Qu'en est-il de la promotion du Made in Mali chez les artisans? Et on se plaint beaucoup de la qualité. La qualité des produits de l'artisanat malien s'améliore de plus en plus sous, bien sûr, les conseils et les regards bienveillants, bien sûr, des autorités publiques chargées de ces secteurs-là. Parce que beaucoup de conseils sont donnés à ce niveau, surtout en appelant les artisans maliens justement à veiller avec beaucoup plus de rigueur sur la finition de leurs produits. Le génie est là, mais souvent à la finition, on a comme l'impression que l'artisan qui fabrique est pressé et on a l'impression qu'il bâcle un peu la finition. Monsieur le ministre, le gouvernement de transition a fait beaucoup la promotion d'Alefini que vous portez. Pourquoi ces choix? C'est d'abord une question d'identité nationale. Vous savez que la culture est un puissant marqueur d'identité. Et l'homme ne se définit pas que par sa face, son visage, mais c'est aussi le comportement. Et parmi les comportements qui permettent d'identifier un homme par rapport à sa société, par rapport à son origine, il y a le comportement vestimentaire. Alors donc, le Dalefini, j'allais dire le Dambefini du Mali, est un puissant marqueur d'identité de l'homme malien. Mais en portant ces habits, nous participons également à la promotion de l'artisanat textile malien. Je voudrais vous rappeler ici que l'année 2021 a été déclarée année de l'artisanat textile au Mali. Donc, dans la foulée de cette année textile, alors nous avons justement mis en œuvre un programme de promotion, de valorisation de l'artisanat textile malien. Monsieur le ministre, après l'artisanat, parlons du monde de la culture de façon générale. Et tout d'abord, les festivals. Qu'est-ce qui est entrepris pour encadrer la tenue de ces festivals à travers le pays? Merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion de féliciter et de rendre un vibrant hommage à tous ces porteurs d'initiatives culturelles qui vantent au quotidien justement la culture malienne. À travers ces festivals s'exprime la culture malienne dans sa plus grande profondeur, dans son authenticité et parfois dans la plus grande profondeur du terroir malien. D'autant que ces festivals n'ont pas lieu que dans la capitale. Les initiateurs de ces festivals vont souvent dans les confins justement du Mali. Donc l'action de notre ministère consiste principalement à inscrire justement les initiatives culturelles, notamment les festivals, dans la dynamique justement de la consolidation de la paix, du vivre ensemble, de la cohésion sociale. Et c'est pourquoi nous œuvrons justement à l'ancrage d'une culture de la paix dans notre pays à travers la culture. Et nous pensons que cela est très important et c'est la culture qui nous permet justement de nous armer pour faire face aux défis de l'heure. Alors, s'agissant de l'encadrement des festivals, les services techniques du ministère de la Culture sont à la disposition des porteurs d'initiatives de festivals pour l'appui, conseil et technique, justement pour aider les initiateurs ou les promoteurs
des festivals à mieux réussir justement leurs activités. Et d'autre part, je voudrais aussi rappeler que pour l'organisation des spectacles en général, il y a une réglementation sur l'application de laquelle justement les services techniques du ministère chargé de la culture veillent avec beaucoup de scrupules. Monsieur le ministre, nos artistes ont du mal à vivre de leur art. Qu'est-ce que votre département est en train de faire concrètement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail? Notre souci, c'est de faire en sorte que les créateurs d'œuvres de l'esprit, que ce soit dans le domaine de la musique, des arts d'une manière générale, de la littérature, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est de faire en sorte que les créateurs de l'œuvre de l'esprit puissent vivre dignement du fruit de sa création, tout comme tout autre travailleur. Alors, dans ce cadre, l'action du ministère chargé de la culture a consisté principalement au renforcement du cadre juridique et institutionnel de la protection des droits des créateurs d'œuvres de l'esprit. Ainsi donc, la loi portant régime de la propriété littéraire et artistique a été adoptée en 2017. Les actions de notre département dans ce domaine précis s'articulent sur l'application exacte des dispositions de cette loi qui permettent une protection efficace des droits d'auteur et des droits voisins. Alors, le Bureau malien du droit d'auteur, qui est l'organisme national chargé de la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, s'attelle justement à l'application efficace des dispositions de cette loi. Vous me donnez l'occasion de rappeler aux utilisateurs d'œuvres littéraires et artistiques que ces œuvres sont justement le fruit de l'effort des créations d'autrui. Les redevances de droits d'auteur dont le paiement est demandé par le Bureau malien du droit d'auteur ne sont ni plus ni moins que la contrepartie de l'effort de création de ces œuvres-là. Alors, donc, la redevance du droit d'auteur, c'est un peu comme le salaire différé du créateur de l'œuvre de l'esprit. C'est son salaire. Alors, donc, le fait d'utiliser l'œuvre du créateur et de refuser, justement, de s'acquitter de la redevance du droit d'auteur et du droit voisin consiste tout simplement à une violation de ces droits qui sont reconnus et protégés aussi bien par cette loi spécifique dont je parlais, mais par la Constitution et par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Monsieur le ministre, le pays manque de salles de spectacle dignes de ce nom. Qu'est-ce qui est envisagé dans ce sens? Vous avez parfaitement raison, c'est l'un des plus grands défis que nous avons à relever. Vous savez, comme le disait le professeur Kizerbo, nous devons infrastructurer nos cultures. Une culture, tant qu'elle n'est pas infrastructurée, elle n'est que vent qui passe. Le palais de la culture, certes, quelquefois le CICB est utilisé à des fins de spectacle. Je rappelle que la vocation du CICB n'est pas d'abriter justement des spectacles ou encore des représentations artistiques. Alors, le palais de la culture qui a été construit il y a bien des années, bien des décennies maintenant, alors il faut le reconnaître, ne répond plus suffisamment aux normes. Alors donc, le besoin d'avoir des salles de spectacle est criard à Bamako. C'est le cas partout dans le pays. Au-delà, il nous faut également des salles de cinéma. C'est pourquoi, au niveau du département, nous sommes en train de travailler à l'élaboration d'une stratégie permettant justement la réalisation d'infrastructures dignes de ce nom, que ce soit dans les autres domaines artistiques ou plus particulièrement dans le domaine du cinéma. Comment se porte le cinéma malien? On voit que les séries maliennes aussi ont du mal à concurrencer les séries étrangères. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour renverser la tendance?
Justement, c'est dans cet esprit que le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique a été créé, d'abord pour renforcer les cadres institutionnels du cinéma dans notre pays, donc le cadre infrastructurel. Le but, c'était aussi de développer et de promouvoir les métiers du cinéma, en faisant en sorte que les acteurs du secteur soient le plus compétitifs possible. Le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique a été mis en place avec une prévision d'une dotation initiale de 6 milliards de nos francs. Et la mise en place du fonds a été faite en 2018, mais le fonds de 6 milliards n'a pas encore connu de mobilisation. Mais nous sommes unanimes à reconnaître que le pays connaît une conjoncture économique et financière difficile. Passé ce moment, nous avons bon espoir que les 6 milliards seront mis à la disposition du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Justement, dans le cadre de la valorisation du cinéma malien, en vue de le rendre plus compétitif, il est prévu des actions de formation, de renforcement des capacités techniques des acteurs du secteur et également des actions de renforcement pour le développement des métiers du cinéma. Je dois rappeler qu'en octobre 2021, 20 films maliens ont été sélectionnés pour la 27e édition du FESPACO. Et c'est vrai que le Mali n'est pas revenu avec le Yenenga, qui est le titre prestigieux de ce festival du cinéma africain, mais des jeunes cinéastes maliens ont été primés lors de ce 27e FESPACO. L'occasion pour moi de leur rendre un vibrant hommage et leur dire tous les encouragements, les plus vifs encouragements du département. Au-delà du FESPACO, le Mali était présent à Abidjan pour le festival Clap Ivoire. Et là encore, les jeunes ont assuré. 2 jeunes Maliens, une jeune femme et un jeune monsieur ont remporté les 2 titres les plus prestigieux de ce festival sous-régional du cinéma. Monsieur le ministre, passons à présent au tourisme. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou qu'est-ce que vous avez fait très concrètement pour promouvoir particulièrement le tourisme domestique, sachant que ce secteur est frappé par l'insécurité depuis une décennie? Vous avez raison, c'est l'un des secteurs les plus sinistrés de ceux dont nous avons la charge. Au niveau de notre département, nous sommes en ce moment même sur l'élaboration d'une politique nationale du tourisme et de l'hôtellerie. C'est une première fois au Mali que nous allions justement vers l'élaboration d'un document stratégique et programmatique comme justement la politique nationale du tourisme et de l'hôtellerie. Alors, cette politique nationale du tourisme et de l'hôtellerie va dans le sens du changement des paradigmes. Parce que jusqu'ici, l'industrie touristique nationale avait été bâtie sur les voyageurs internationaux. Et notre surprise a été grande et désagréable lorsqu'au déclenchement de cette crise, ces flux de voyageurs internationaux se sont abstenus, bien sûr, envers la destination Mali. Ce qui nous a amené à penser qu'il faut nécessairement développer un tourisme interne en nous appuyant sur les voyageurs nationaux eux-mêmes. Cela a le double avantage, non seulement de donner une bouffée d'oxygène à cette industrie touristique, mais également une telle stratégie va permettre justement aux Maliens d'aller à la découverte du pays, de connaître davantage leur pays. Alors, nous sommes ces pays, un des rares pays où les potentialités sont énormes. Elles sont inestimables. Partout où vous irez au Mali, dans toutes les contrées du Mali, vous ne verrez que des sites archéologiques d'une valeur exceptionnelle, des sites historiques d'une valeur exceptionnelle, mais également, vous verrez partout dans le pays
des paysages pittoresques qui n'attendent qu'à être exploités. Et c'est pourquoi, justement, nous demeurons convaincus qu'avec cette nouvelle politique nationale, nous pourrons amener les Maliens à la découverte du Mali. Vous ne serez pas surpris, tout de suite en sortant d'ici, en posant la question à un homme de votre âge, la question de savoir combien de villes du Mali, en plus de Bamako, connaît-il, à un homme de votre âge. Vous interrogerez 100, je dis bien, les 30 vous diront que, ah oui, une fois je suis passé par telle ville, mais bon, non, à la vérité, je ne suis jamais allé là. A fortiori, nos villages. A fortiori, nos villages. Alors donc, nous, notre intention, notre volonté, c'est vraiment de mobiliser la dynamique nationale vers la connaissance du pays profond. Et nous sommes à l'heure de la refondation. À l'heure de la refondation, à un moment où on parle de la refondation, alors il faut développer chez le Malien l'amour du pays. Et comme vous le savez très bien, il est très difficile d'aimer un pays qu'on ne connaît pas. Pour aimer son pays, il faut le connaître d'abord. Il faut connaître son histoire, il faut connaître sa géographie, il faut connaître son passé, ses hommes, il faut bien les connaître. En plus de cela, toujours dans le cadre du tourisme domestique, nous avons un nouveau concept. C'est un label qui est très important pour nous, c'est le tourisme intégrateur. Le tourisme intégrateur qui, de notre point de vue... C'est quoi le tourisme intégrateur? J'y viens. Qui, de notre point de vue, s'il est mis en œuvre, va permettre justement de renforcer davantage l'interpénétration, le brassage des populations maliennes, le vivre ensemble, la cohésion sociale. C'est quoi le tourisme intégrateur? C'est une forme de tourisme qui va permettre à des ressortissants d'une région du Mali d'aller vers une autre, d'y séjourner pendant une semaine, 10 jours, en se mettant en contact justement avec les populations de la localité d'accueil. On ne peut pas développer l'industrie touristique sans les sites. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour améliorer les choses dans ce domaine? Dans le domaine de la protection du patrimoine culturel d'une manière générale, et vous parlez du patrimoine culturel matériel, notamment le patrimoine bâti. Et sur ce plan, nous sommes un des rares pays en Afrique au sud du Sahara qui compte un nombre aussi important de sites inscrits justement au patrimoine de l'UNESCO, au patrimoine de l'humanité. Alors, vous avez Tombouctou, Djenné, les tombeaux des Askia, vous avez également les sites des falaises de Bandiagara, qui sont des sites d'une importance particulière. Mais dans ces zones, effectivement, l'insécurité se fait reine en ce moment, mais des actions sont en cours au plan national et avec l'appui de la communauté internationale, d'abord pour la sécurisation de ces sites, mais également des actions de reconstruction ont été menées et bien conduites par le ministère chargé de la culture. Je pense notamment au patrimoine culturel détruit de Tombouctou suite à l'invasion de cette ville en 2012 par des colonnes de terroristes. Je vais parler des mausolées de Tombouctou qui ont été entièrement reconstruits. Alors, la protection au plan juridique se poursuit, d'autant que le département s'évertue justement à classer les sites historiques, les éléments du patrimoine culturel national d'une certaine importance justement dans le patrimoine culturel national par voie de décret. Au-delà du patrimoine culturel matériel, le ministère chargé de la culture s'évertue également à la protection du patrimoine culturel immatériel, l'immatériel. Il vous est souvenance qu'en octobre dernier, nous avons le gouvernement du Mali
a classé dans le patrimoine culturel national les alliances et les parentés à plaisanterie, qu'on appelle généralement Sinankuya, Dimokoya, dans d'autres langues comme le Dogon, on dit le Magou. Alors, donc, c'est un élément éminemment important, justement, de notre patrimoine, et cela a été classé dans le patrimoine culturel national. Monsieur le ministre, qui dit tourisme dit industrie hôtelière, dit accueil des visiteurs. À ce jour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour soutenir ce secteur-là? Nous essayons de trouver des alternatives. Nous encourageons justement les nationaux à utiliser justement les services des hôtels. Vous, M. Ibrahima Traoré, quand vous vous rendez à Sikasso en mission pour l'ORTM par exemple, au lieu d'aller chez votre cousin, déloger ses enfants pour occuper leur chambre pendant votre séjour, alors puisque vous êtes allé en mission, vous avez des frais de mission, alors il serait bien souhaitable que vous partiez loger justement à l'hôtel. En le faisant, vous dérangeriez moins les parents qui vous ont accueilli chez lui, mais vous aurez fait également œuvre utile de soutien justement aux promoteurs d'hôtels de la ville. Au-delà, bien sûr, nous travaillons bien sûr en synergie avec les organisations de promoteurs d'hôtels et d'établissements d'hébergement à travers la Fédération nationale des industries hôtelières. Nous sommes très souvent, bien sûr, dans un cadre permanent de concertation, de réflexion pour adopter les solutions les plus idoines, justement, pour faire face aux défis auxquels ce secteur est confronté. Et également dans les cadres de la politique nationale touristique et de l'hôtellerie dont je parlais tantôt, il est prévu un plan d'action qui va permettre justement de relancer le secteur de l'hôtellerie. Monsieur le ministre, en termes de perspective, aujourd'hui, quels sont les grands projets de votre département à court et moyen terme? Je voudrais commencer par l'élaboration d'un document référentiel intitulé « La charte d'éthique et des valeurs du Mali ». Vous savez que le Mali est un pays au passé glorieux. C'est un pays des hommes d'honneur. C'est un pays qui se caractérise par des grandes valeurs sociétales supérieures. Mais le constat aujourd'hui est qu'il y a des vents nouveaux qui ébranlent les fondements même de notre société. Vous avez remarqué dans les familles l'effondrement de l'autorité parentale. Vous avez constaté l'affaissement de l'autorité de l'État. Vous avez constaté le développement de l'incivisme. Alors, face justement à tous ces comportements dégradants qui ont un effet corrosif justement sur les structures même de notre société, alors nous avons jugé nécessaire, bien sûr, sous l'instigation et la vision éclairée du président de la transition, justement, de revenir aux sources pour recueillir les grandes valeurs de notre société, les valeurs sociétales qui ont caractérisé nos ancêtres et valeurs avec lesquelles nos ancêtres ont vécu. Vous savez, avant la colonisation, nos sociétés africaines, notamment maliennes. Monsieur le ministre, vous avez 30 secondes. D'accord, en 30 secondes. Notamment maliennes avaient atteint un niveau d'organisation tel qu'elles étaient presque à l'autorégulation. Il n'y avait pas de gendarmes pour courir derrière les gens. Il n'y avait pas d'hommes de police
tenant la matraque, mais il suffisait de dire qu'on ne fait pas telle chose, personne n'est bravé. C'est interdit-là. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Malgré toutes les institutions de répression, malgré l'existence d'un système judiciaire, malgré l'existence d'un arsenal de répression assez redoutable, ça et là, nous relevons des comportements déviants. Je pense qu'il faut revenir à ces valeurs-là pour reconstituer l'être social malien, l'homme malien. Et il s'agit justement, à partir de là, d'aller vers la fondation du Mali nouveau, le Mali nouveau dont les citoyens, je veux dire les citoyens du Mali croient, qui sera un citoyen pétri de ces valeurs-là, un citoyen pétri du Maya et du Dambé. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Madiba Keïta. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Fin donc de cet entretien. Demain, même heure, même plateau, avec un autre ministre. D'ici là, passez d'excellents moments de radio et de télévision en notre compagnie. Bonsoir.